Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast Kitabou où nous avons le plaisir de recevoir l'auteur Dominique Faure. À travers ses livres primés et sa collection de livres audio, elle explore des sujets sensibles tels que les différences, les désirs et l'identité. Dans cet épisode, nous allons découvrir les histoires et les inspirations qui se cachent derrière chacun de ses livres, ainsi que les réflexions de Dominique Faure sur l'importance de l'orthographe et de la grammaire dans l'industrie de l'édition aujourd'hui. Restez donc à l'écoute et découvrez cette conversation fascinante. Dominique, pouvez-vous nous parler de votre parcours et comment êtes-vous devenue directrice de la collection des livres audio chez Execo? Eh bien, d'abord, grand bonjour à vous, cher Pascal. Bravo pour votre podcast et toute l'énergie que vous mettez dans tout ce que vous entreprenez et qui nous fait très plaisir à nous, les auteurs. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast seront des auteurs et autrices ou auteurs, comme on veut. Et voilà, je vais répondre avec grand plaisir à vos questions. Donc, mon parcours, dites-vous, et comment je suis devenue directrice de la collection audio-livres chez mon éditeur, les éditions Execo. Alors là, je pense que vous allez, vous, autrice, auteur, vous reconnaître aussi. J'ai toujours écrit. Surtout, évidemment, dans l'adolescence, j'ai commencé par des poèmes, et puis des nouvelles, et puis, avec un petit peu plus de souffle, j'ai écrit un premier roman. J'avais 25 ans, et alors j'étais pas sûre de moi du tout, évidemment. Et à un moment donné, il y a eu à Paris, j'habitais à Paris à ce moment-là, il y a eu un concours où on pouvait présenter son manuscrit, et le premier prix serait édité par une assez grande maison d'édition, à l'époque, je me souviens plus laquelle, mais c'était quand même important. Alors, ma foi, j'ai envoyé mon manuscrit, et j'ai attendu, et j'ai eu le deuxième prix. Donc, je n'ai pas été édité. Alors, par la suite, j'ai continué à écrire des nouvelles, des romans, à les proposer, et comme ça nous arrive beaucoup à nous autres, les auteurs, j'ai été refusée pas mal de fois. Et peut-être aussi ne m'étais-je pas adressée à la bonne porte. Entre-temps, j'ai un petit peu appris. Entre-temps donc, j'ai surtout écrit des récits à visée pédagogique. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, comment je suis devenue directrice de la collection audio-livres des éditions Execo? Donc, à force de persévérance, j'ai fini par être éditée. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais abandonné pendant pas mal d'années quand même, comme beaucoup d'entre nous, hélas. L'idée de me faire éditer, je veux dire. Donc, ce sont les éditions Execo qui m'a édité ce roman que j'avais envoyé, et j'aime tellement prêter ma voix au texte, qu'il soit pédagogique, qu'il soit littéraire, avec un petit côté théâtral, que j'avais enregistré ce manuscrit qui est donc devenu un livre. Et lors de la fête du livre de Plombières-les-Bains, petite ville d'eau des Vosges, qui est la ville de mon éditeur, j'ai rencontré pour la première fois Laurence Schwalm, qui est notre chef, notre éditrice. Et tout timidement, je lui ai demandé est-ce que vous aurez un jour, croyez-vous, une collection audio, parce que j'ai enregistré mon dernier roman, et ce serait bien que elle me coupe, elle me dit j'ai fait des essais, j'y suis pas arrivée, eh bien je te nomme désormais directrice de notre toute nouvelle collection audio-livres, parce que j'ai toujours eu envie de faire une collection audio. Et voilà que depuis 2 ans, presque et demi, je dirige maintenant avec bonheur cette collection audio-livres. Et en 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, nous avons déjà une vingtaine de titres. Voilà. Il y a quand même une question que j'aimerais te poser par rapport aux livres audio. Ayant déjà eu le plaisir de découvrir un de tes livres, je me demandais combien de temps en fait ça te prend parce que c'est propre, et en plus c'est long. Quand je regarde les petits épisodes que j'enregistre parfois moi-même, parfois on n'a pas envie, parfois les mots ne viennent pas. Comment tu travailles? Alors, ça c'est un travail qui
qui me passionne, que je fais depuis longtemps. Je l'ai fait beaucoup à titre pédagogique, parce que, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais j'ai fait beaucoup de logiciels pédagogiques avec plein de personnages auxquels je prête ma voix, avec des amis aussi. Enfin bref, on s'amuse beaucoup à faire ça, donc j'en ai une grande habitude. Je travaille donc avec un programme gratuit d'ailleurs, qui est excellent, qui s'appelle Audacity. C'est un logiciel pour à la fois enregistrer et traiter sa voix. Mais pas seulement, parce que ça me suffit plus maintenant. Maintenant, j'ai 2 autres logiciels qui sont des logiciels professionnels. Donc, comment je fais? Eh bien, lorsque c'est moi qui m'enregistre, que ce soit pour un de mes propres romans ou un roman d'un autre auteur, parce que j'aime beaucoup lire aussi les romans des autres, surtout pour la jeunesse. Donc je m'enregistre, ce qui prend quand même beaucoup plus de temps, évidemment, que le produit final qu'on va écouter. Parce que je fais quelquefois des reprises, quelquefois on bafouille, quelquefois il y a un chien qui aboie dans la rue, il faut reprendre la phrase, quelquefois on dit la phrase et puis non, finalement il faut pas que je le dise comme ça, je vais le dire autrement. Donc on redit la phrase, quelquefois 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'on soit content. Et quelquefois on tousse, on éternue, enfin il y a du montage à faire, il y a des coupes à faire bien sûr. Donc une fois que le texte a été enregistré, supposons un texte de 200 pages, ça prend environ 6 heures au final d'écoute, à peu près, selon qu'on le lise rapidement ou plus lentement, que ce soit un texte humoristique ou émouvant, c'est pas la même vitesse de lecture évidemment. Et alors là, il faut donc, à partir de ce premier fichier, il faut faire tout le traitement de ce fichier. Donc enlever toutes les mauvaises reprises, c'est déjà pas mal de travail, enlever tous les bruits, et ensuite, d'une façon très très fine, mot par mot presque, enlever les choses qui sont un peu désagréables à l'oreille. Par exemple, les P un peu trop plosifs, les se, che, je un peu trop chuintants. Vous voyez comme c'est désagréable. Voilà, donc il faut minimiser tout ça, il faut harmoniser les volumes, il faut faire des tas de choses qui prennent à peu près 7 à 8 fois le temps d'écoute. Donc, si on a enregistré pendant 7 heures pour avoir à la fin 6 heures d'enregistrement, eh bien il faut multiplier par 7 ou 8 le temps de travail. Voilà, c'est énorme, c'est considérable, c'est de la dentelle. Moi, j'adore faire ça. Et aussi, j'adore abaisser ma voix, car comme les narrateurs de mes livres sérieux, j'ai 2 livres sérieux et 2 livres humoristiques, donc pour les sérieux, je dois abaisser ma voix en ténor léger, car le narrateur est un homme. Alors là, c'est encore plus passionnant de s'écouter dans une voix un petit peu différente de la sienne. Voilà, Pascal. Ai-je bien répondu? Ou veux-tu encore? Ou voulez-vous? On va se dire tu, j'ai entendu que tu me disais tu, c'est plus sympathique, on va se tutoyer. Tu as raison sur toute la ligne. J'ai réalisé l'ampleur du travail quand je me suis mise à la tâche de faire les montages du premier épisode afin d'enregistrer les trailers. Et comme tu le disais, il y a certaines parties qu'on n'a pas vraiment envie de garder. Les plus durs, c'est pas d'enregistrer en fait, mais les plus durs, c'est des heures de montage qui se cachent derrière. Comment abordez-vous l'écriture des livres sur des sujets sensibles tels que les désirs ou la différence? La différence, ça c'est un thème qui me parle beaucoup. Mais là, est-ce que tu crois que je peux entrer un peu dans la confidence, On est entre auteurs, autrices, et peut-être est-ce que je peux le faire? Oui, je vais me lancer. Allez, je vais le dire. Eh bien, depuis pratiquement toujours, au moins mon adolescence, je suis, comme on dit aujourd'hui, non-binaire. Alors, non-binaire, ça évoque peut-être pas grand-chose pour la plupart d'entre vous. Non-binaire, c'est un terme assez récent, même très récent, qui veut dire que, quelle que soit son apparence, on se sent des 2 genres. Alors moi, mon apparence, ma voix aussi, vous l'avez entendu, est tout à fait féminine, mais à l'intérieur, j'ai aussi un pôle masculin tout aussi important que le pôle féminin. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai écrit mes 2 livres sérieux avec un narrateur homme qui est aussi moi, une partie de moi, voilà. Donc je vous ai fait la confidence, je suis non-binaire et c'est une différence d'identité si on veut, que jamais dans ma vie, jusqu'à il y a 2 ans, je ne pouvais dire, même à mes plus proches amis. Parce que lorsque je disais que je me sentais homme aussi à l'intérieur, mais mes amis me disaient, mais enfin Dominique,
remarquez le prénom Épicène qu'ont choisi mes parents. Mais enfin, Dominique, tu es très bien comme femme, qu'est-ce que tu vas chercher des complications? Bah non, c'était pas des complications, c'était comme j'étais. Et j'ai très vite compris que non, je ne pouvais pas le dire. Mais maintenant, à mon âge, nettement plus avancé, bien des décennies plus tard, je peux le dire. Donc, les différences, la mienne, c'est d'être non-binaire. Il y a beaucoup de différences, Pascal, comme tu le disais, des différences concernant, notre identité, nos attirances, nos attirances sexuelles. Et j'aime parler des différences dans mes livres. Voilà. Ce sont des sujets sensibles. Il faut évidemment amener cela d'une façon délicate et essayer de faire comprendre au lecteur, à la lectrice, ce que sont ces différences et comment on les ressent, nous qui sommes différents. Par exemple, dans mon dernier roman qui s'appelle Théo ou Les chemins du désir, il y a une douzaine de personnages principaux dont 8 existent vraiment et sont de mes proches amis. 8 qui ont justement une différence que j'essaye d'expliquer par ce que je leur fais dire et ressentir. Ça peut être aussi des différences comme celle de mon fils. J'ai un fils qui est autiste Asperger. Il y a pas mal d'Asperger, on le sait pas. Ils sont autour de nous, ils sont un peu différents. On se dit, tiens, mais il est bizarre celui-là, ou elle est bizarre celle-là. Eh bien, voilà, j'aime en parler parce que je trouve ça important. Donc je disais, parmi la douzaine de personnages qui traversent mon roman, il y en a 8 qui sont de mes proches amis. Ils ont choisi leur prénom, le prénom de leur personnage. Ils ont bien entendu validé tout ce que je leur faisais dire et ressentir dans mon manuscrit, et ils sont même heureux que je représente leurs différences, que leurs différences soient ainsi évoquées dans mon roman. Voilà, donc sujet sensible, oui, c'est vrai. Par exemple aussi, dans mon autre roman sérieux qui s'appelle Frédéric, Instant de grâce, le personnage principal est Frédéric, mais ce n'est pas le narrateur c'est François. Et voilà, une autre confidence de ma part, François, c'est aussi moi à l'intérieur. Je suis le narrateur, je suis François. Mais je pense que parmi vous, les auteurs, les autrices, lorsque vous avez un narrateur, vous vous identifiez aussi, ou bien le narrateur a beaucoup de vous aussi. Tout comme dans mon dernier livre, Théo ou Les chemins du désir, Théo, c'est aussi beaucoup moi quand j'avais 20 ans. Aussi bien que le personnage féminin, Angelise, c'est aussi beaucoup moi maintenant à mon âge. Donc, dans ce livre, il y a vraiment cet aspect non binaire qui me représente, le masculin avec Théo et le féminin avec Angelise. Voilà. Alors, sujets sensibles, heureusement, ils le sont de moins en moins, mais enfin, tout de même, si on a un peu plus de tolérance vis-à-vis de l'identité de genre, vis-à-vis des attirances sexuelles, de l'orientation sexuelle de chacun, comme on dit, ici, maintenant, en France, et encore, malheureusement, dans bien d'autres pays du monde, ce n'est pas du tout le cas. Et la tolérance est quelquefois bien faible, et je le regrette beaucoup. Voilà. Avez-vous d'autres questions de ce genre? Je ne l'ai peut-être pas mentionné au début, mais Dominique, tu es aussi docteur S-lettres. Et j'aimerais savoir si cela a eu un quelconque apport sur ton travail d'écriture. Ah, oui. Alors, c'est vrai que ça a l'air d'en jeter un petit peu de dire je suis docteur S-lettres. D'abord, à l'époque, c'était un doctorat de 3e cycle. Ce n'était pas un doctorat d'État. Et donc, oui, j'allais avoir 30 ans. Je me suis lancée dans ces études-là parce que j'aime écrire, voilà. Donc, plutôt que de passer des concours comme le CAPES ou l'agrégation, que j'ai passé aussi, enfin pour ce qui est du CAPES, mais ça m'a pas beaucoup plu. Puis en plus, j'ai pas été reçue.
Alors donc je me suis lancée dans des études de maîtrise et doctorat, maîtrise qu'on appelle master aujourd'hui. Mon sujet c'était les auteurs du début du XXe siècle, la Belle Époque. Moi j'aime beaucoup la Belle Époque et les auteurs européens. Mais tout ça n'a rien à voir finalement avec l'écriture d'un roman, d'un récit, d'un livre. Alors voilà, donc ce que toutes ces études m'ont apporté, c'est peut-être d'avoir beaucoup lu, d'avoir lu beaucoup d'écrivains classiques que j'ai aimés et dont je garde consciemment ou pas l'empreinte quand j'écris. Voilà. Cela dit, je voudrais revenir sur le doctorat S-Lettres. Ça m'a servi strictement à rien qu'à mettre sur la 4e de couverture de mes livres, sur la demande expresse de ma directrice de collection, car, disait-elle, le futur lecteur, la future lectrice, peut s'attendre ainsi à trouver une écriture, pas forcément dans ses goûts, mais du moins maîtrisée. Voilà. Est-ce que tu veux d'autres détails sur ce? Non, c'est pas très important, voilà. Faut pas accorder au diplôme une telle importance non plus, hein. Il y a une autre question improvisée qui me vient. Quels sont tes auteurs préférés parmi ceux que tu as lus? Oh, je sais pas si c'est trop important. Il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup et des contemporains aussi, hein. Gide, Proust particulièrement. Alors oui, je fais parfois des phrases un peu longues et je me dis attention, ça c'est Marcel Proust qui t'influence, je vais la couper en 2 ou en 3 celle-là quand même. Voilà. Donc oui, des auteurs du 19e aussi, bien entendu. C'est une question difficile et maintenant je lis plus jamais d'auteurs classiques, je lis mes contemporains et les auteurs qui justement ne sont pas forcément des auteurs extrêmement connus, mais des auteurs qui gagnent à être connus, comme ceux, par exemple, que tu mets en lumière avec ton travail et avec ton site, mon cher Pascal. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant parler style, parce que les styles, c'est un peu, j'ai envie de dire, une empreinte digitale de chaque auteur. Et quel est ton style? Comment tu peux le décrire? Et selon toi, comment il a évolué depuis tes débuts à tes 25 ans jusqu'à aujourd'hui? D'accord. Alors écoute, évoluer, je saurais pas trop répondre, mais en tout cas, j'aime écrire dans des styles différents. Et j'ai des livres qui sont extrêmement différents du point de vue du style, du point de vue de tout d'ailleurs, qui sont même à l'opposé. Donc, pour donner un tout petit peu de détails, j'aime beaucoup écrire dans le style humoristique. Par exemple, j'ai 2 romans humoristiques qui se font suite et je me suis énormément amusée et à les écrire et à les interpréter, entre guillemets, ensuite pour en faire une version audio. Mon humour est beaucoup inspiré, par exemple, tu me demandais de citer des personnes tout à l'heure, beaucoup inspiré de Raymond DeVos, parce que j'adore faire des jeux sur les mots, jouer avec les mots, donc détourner les expressions courantes pour qu'elles soient encore plus drôles et parfois encore plus vraies d'ailleurs. Et ce qui m'inspire beaucoup aussi dans cet humour, c'est qu'il tient un petit peu de la bande dessinée classique, genre par exemple Tintin ou Astérix, et que ça en donne le côté burlesque et tout à fait visuel. D'autant que dans ces 2 romans humoristiques, une de mes chères amies qui est illustratrice pour les maisons d'édition m'a offert des dessins, des portraits des personnages qui tiennent un petit peu de Tintin et que je trouve extrêmement savoureux, qui représentent bien mes personnages. Ça, c'est pour le côté humoristique. Mais alors, dans un genre absolument opposé, il y a évidemment les 2 romans sérieux dont je parlais tout à l'heure qui sont intimistes. Et là, alors mon style est beaucoup plus littéraire et il est aussi de la vie de vraiment tous mes lecteurs. C'est un style délicat. Et c'est grâce à ce style délicat que je peux me permettre non seulement de transmettre les émotions que j'ai à écrire ces livres sérieux, et j'ai beaucoup d'émotions à les écrire, transmettre ces émotions, mais aussi de pouvoir écrire des scènes qui sont intimes, qui sont sensuelles, qui sont même sexuelles. Et je les écris donc à travers le ressenti des personnages. Et à travers ce ressenti, avec cette délicatesse de style, eh bien, on peut lire ces passages sensuels ou sexuels sans en être choqué. J'avais très peur qu'on en soit choqué quand j'ai vu éditer mon livre Frédéric, Instant de grâce. Eh bien non.
Ça n'a pas choqué et ça m'a fait très plaisir. Alors, le dernier style, ce sont mes récits à visée pédagogique. J'ai écrit 6 petits récits qui ont été édités par Hachette Éducation pour aider les tout jeunes lecteurs à pouvoir avoir tout de suite un petit livre en main à peine ils ont commencé à apprendre à lire. Donc, ces petits récits sont à visée pédagogique et ça me plaît beaucoup que mon style soit justement freiné par des contraintes. Contraintes, par exemple, d'utiliser uniquement des mots que ces jeunes connaissent ou qui sont très faciles à lire, avec des phrases très courtes et qui peuvent vous inspirer d'ailleurs des histoires très amusantes ou très savoureuses ou intéressantes. Voilà, avoir une forte contrainte pour créer des phrases, pour créer un récit, ça me plaît beaucoup. Et je suis en train d'ailleurs d'écrire une autre série de 6 récits pour les jeunes. J'ai beaucoup écrit aussi des récits amusants pour les personnes qui sont adultes en situation d'illettrisme. Et c'est la même chose, avec des mots extrêmement simples à lire, de façon progressive. Et tout ça est complètement différent des 2 autres styles dont je viens de parler. Le style qui se veut émouvant et délicat, et le style humoristique. J'aime écrire dans ces 3 styles. Voilà, et j'aime avoir des livres qui me représentent dans ces 3 styles. Voilà, mon cher Pascal. Ouais, je comprends. En tout cas, je te suis depuis le début et tous tes personnages sont quelque part une version de toi que tu essaies d'extérioriser. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pour Théo, je me sens tout à fait être Théo, mais aussi Angelise, avec quelques décennies de plus que Théo, puisque c'est sa grand-tante. Je me sens les 2 personnages. Je suis absolument François dans Frédéric, Instant de grâce. Voilà, il y a quelque chose que je voudrais peut-être dire à cette occasion. Je ne sais pas si les gens vont penser que je suis un petit peu toquée, mais tant pis. Sur le personnage de Frédéric, qui est donc le personnage principal de Frédéric, Instant de grâce. J'ai commencé à écrire Frédéric quand j'avais 16 ans. Je n'ai rien conservé de ces chapitres que j'avais écrits, mais j'ai repris l'histoire de Frédéric et c'est étonnant parce que ce personnage, qui est certainement évidemment sorti tout à fait de mon imagination quand j'avais 16 ans, m'a accompagné toute ma vie et là, il y a 3 ans, je me suis dit il faut absolument que j'écrive cette histoire, l'histoire de Frédéric, que j'ai évidemment inventée parce que lui, il n'existe pas autour de moi. Et lorsque j'ai écrit ce que Frédéric dit à François, eh bien j'avais l'impression que le texte que j'écrivais m'était dicté, notamment la séquence où il raconte qu'il a été violé quand il avait à peine 16 ans. Eh bien c'est très étonnant parce que j'avais l'impression que ça m'était dicté, que ma plume n'arrivait pas, j'écris à la main, j'écris pas directement sur le clavier. J'avais l'impression que ma main n'était pas assez rapide pour écrire tout ce qui m'était donné d'écrire, envoyé, dicté. C'est très curieux. Voilà. Donc j'ai répondu totalement à côté de ta question. Excuse-moi Pascal, mais bon, c'est une petite confidence entre nous et tant pis si je passe pour tout à fait timbré, tant pis. Et Frédéric continue à m'accompagner d'ailleurs, voilà, d'une façon virtuelle. Oui, en fait, ça renforce, ça répond peut-être à des questions que j'aurais pu poser. C'est un complément, je ne pense pas que ça dérange. Comme vous avez dit, vous produisez des logiciels d'orthographe. Quelle est votre passion de l'orthographe et comment vous organisez votre travail autour de celle-ci? D'accord Pascal. Alors d'abord encore une confidence, quand j'étais à l'école d'abord, puis au collège, c'était le lycée à l'époque, j'avais pas une bonne orthographe, figurez-vous, mais pas du tout. Alors 4 fautes importantes, c'était 0, 0 sur 20. Hein. Je me recevais des bulles tout le temps avec l'orthographe et vraiment c'était un problème parce que je n'arrivais pas vraiment à m'adapter à la façon dont l'orthographe était enseignée. Et alors, plus tard, quand j'ai été dans classe de seconde, de première, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit, je me crée mes propres trucs pour avoir une bonne orthographe, parce que quand même, c'est drôlement important d'avoir une bonne orthographe quand on veut, par la suite, essayer d'écrire. C'est quand même pas mal. Donc, je me suis créé mes propres règles, et je me suis dit aussi, mais on nous donne toujours dans les exercices qu'on doit faire ou qu'on devait faire quand on était à l'école, on nous met des mots
qui font confondre, par exemple, ce CE et ce SE. Mais ça veut pas du tout dire la même chose, mais pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait nous dire attention, ne les confondez pas? Ça nous fait confondre à tous les coups. Et après, il faut trouver un truc pour essayer de s'en tirer et puis de décrire le bon. Alors on se dit voyons, est-ce que c'est cela? On le montre, ah oui, ah bon, alors c'est le C. Mais enfin, ça fait des détours tout à fait inutiles. Et je me suis dit, bon, dans ce cas, je vais créer une méthode qui soit à l'opposé de ça. Je crée un logiciel pour améliorer l'orthographe avec une 50aine de personnages. Chaque personnage va avoir une difficulté qui va le représenter. Et alors, je vous mets tous ces personnages évidemment dans une petite ville. Évidemment, ils vont vivre des aventures qui sont extravagantes, qui sont rigolotes, qui sont parfois très sérieuses aussi. Et voilà, j'ai donc créé ce logiciel avec évidemment un programmateur et toute une équipe, et notamment avec mon partenaire luxembourgeois. J'en ai créé ensuite un autre avec les mêmes personnages, la même petite ville, et cela pour améliorer chez les jeunes en particulier, figurez-vous, non plus l'orthographe, mais le calcul élémentaire, celui qu'on est amené à faire dans la vie de tous les jours, un petit pourcentage, est-ce que je vais pouvoir acheter ça? Voilà. Donc, de façon très transversale, c'est un autre logiciel qui est pour le calcul, qui s'appelle celui-là Opération Calcul à Graphoville, tandis que l'orthographe c'est Bienvenue à Graphoville. Tout cela à travers une association que nous avons fondée, qui s'appelle Eurocordial. Et tous ces outils sont tout à fait gratuits, librement téléchargeables sur Internet, si on se connecte sur notre site d'Eurocordial. Voilà. Donc, je voudrais dire aussi à propos de l'orthographe que je lis très très volontiers les manuscrits d'autres auteurs à la recherche de la coquille, du petit défaut de présentation, de la petite erreur orthographique, de la ponctuation. C'est un travail que vous connaissez, vous, les autrices, les auteurs qui m'écoutez, c'est un travail qu'on appelle de bêta-lecture, et j'ai grand plaisir à faire ça. Je mets des petites notes sur Word, sur le manuscrit, à droite du texte. Moi aussi, je me fais relire par une correctrice professionnelle mes manuscrits, parce que même si je me défends bien en orthographe, je laisse quand même quelques petites fautes, quelques petites coquilles, comme nous tous. Voilà. Et d'ailleurs, cette correctrice est aussi membre de le live du livre. Car c'est dommage que certains livres qui sont publiés, qui sont excellents, aient quand même des coquilles, des quelques fautes d'orthographe par-ci par-là, c'est dommage. Voilà. Donc, c'est bien de se faire relire. C'est bien. Parce que tout le monde n'est pas censé être un champion d'orthographe, une championne, un crack, non, pas forcément. Et donc, on a bien le droit de faire des fautes. Mais voilà, c'est bien de se faire relire. Voilà, Pascal. Tu es française, tu vis aujourd'hui à Luxembourg. Comment tu vis cette expérience entre la France, le Luxembourg et ces autres régions dans lesquelles tu te partages? Ah oui, je me partage parce que moi je suis née à Paris. J'ai une partie de ma famille paternelle qui est d'Auvergne, de la charmante petite ville de Châtel-Guyon, qui est devenue, dans un de mes romans humoristiques, Castel-les-Eaux. Donc Paris, l'Auvergne avec Châtel-Guyon, et puis aussi le Luxembourg, où j'habite quand même la plupart du temps. Voilà, avec mon partenaire luxembourgeois, avec lequel je travaille notamment sur ces projets européens qui donnent lieu à nos logiciels d'orthographe, de calcul, de raisonnement logique et bien d'autres choses, qui s'adressent justement à des personnes qui sont un petit peu en difficulté ou à des jeunes. Et voilà, donc j'aime bien être au Luxembourg, parce que là, je vais vous faire une petite confidence encore. Entre mon petit village et le petit village d'à côté, on n'est pas tellement d'habitants, eh bien, imaginez-vous cela, nous sommes 80 nationalités différentes. 80! Un peu de partout, et tout le monde s'entend formidablement bien. Voilà, parce que le Luxembourg, c'est un pays très tolérant, très ouvert, peu connu, c'est dommage, il gagne à être connu. Parfait. Je pense que c'est vraiment une richesse culturelle et c'est trouvé au carrefour de plusieurs régions comme tu l'es. Merci pour tes réponses, Dominique. Je crois que nous venons de faire le tour de toutes les questions que nous avons prévues pour cet entretien. Je rappelle que les podcasts sera disponible dès le week-end prochain sur Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcast et Amazon Music. Je le mettrai sur ma chaîne YouTube, Pascal, absolument. Et moi, de mon côté, je te remercie beaucoup aussi pour toutes les initiatives formidables que tu prends à ton âge. Mais je ne sais pas si vous le savez tous, Pascal a à peine plus de 20 ans et il a déjà fait tellement de choses. Voilà, je voulais quand même aussi le dire.
Et vraiment, tu es quelqu'un de formidable, Pascal. Merci beaucoup pour ce podcast. Au revoir à toi et à tous ceux toutes celles qui ont bien voulu nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous aide énormément à faire connaître les podcasts. En tout cas, merci d'avoir écouté Kitabou. Et à bientôt pour des nouvelles découvertes. Littéraires, bien sûr.